le plus tard possible. Combien de temps peut-on tenir sans manger, sans boire, hein, Tony? J'ai sorti de ma cage minuscule espace comme des coulisses d'un théâtre. Aller jusqu'au bout de la longue travée, retrouvant l'ombre à chaque bruit inhabituel. Au retour dans le raie argenté, j'ai aperçu une large étiquette collée sur la face d'un conteneur. Scottish Whisky. Des centaines de bouteilles, des milliers peut-être, de quoi réhydrater toutes les armées, les policiers, les douaniers de la sous-région et les hauts en plus. Et moi à qui mon Dieu interdisait l'alcool, haram, haram, je n'aurais pas hésité à vider une bouteille entière. Wow. L'eau, je la trouvais d'abord au bout d'une corde à laquelle j'avais attaché un t-shirt que je jetais dans l'océan. Cette eau me brûlait les lèvres, le ventre, me faisait quelquefois vomir un mince filet blanchâtre. Je finis par découvrir au fond de la cale gigantesque une citerne avec écrit dessus « Tank of Water ». Thank you. Thank you. Je bus à un robinet. Le vague goût de javel me rassura. Au bout de 3 jours, le temps commença à perdre sa couleur. Tout devint gris. Les journées qui passèrent, je m'étalais sur un tas de vêtements compactés. Et quand le bruit de la mer sur la corde reprenait le dessus, mon esprit vagabondait sans que je ne pus l'arrêter. Manger. Manger. Des odeurs me parvenaient par vagues. Ah, banane frite. Poisson. Poisson. Poisson braisé. Foufou. 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 Des jours passèrent, défilèrent comme des ombres. Tenir encore. Mes jambes commençaient à me lâcher. Se lever, s'agripper, traîner jusqu'à la citerne boire. Je m'accrochais. Mourir pour mourir, il valait mieux affronter l'ennemi. Une nuit, je me levais. Je tenais plus ou moins sur mes guiboles. J'aurais traversé le ventre froid de l'eau, du bateau. Une mauvaise rencontre et c'était les requins. J'ouvris une à une les portes alignées, telles des sentinelles, évitant celles laissant filtrer des voies. Miracle! Celle du fond! La cuisine! Irrésistible sur un comptoir d'inox. Du pain dans une corbeille. Je me précipitais, en enfournais le plus que je pus dans la bouche, bourrais mes poches et en marchant comme un fou, soulever les énormes couvercles des casseroles, me brûlant les doigts. Rien que les odeurs me nourrissaient. Des dizaines de poulets, des dizaines de cuisses de poulet dans des sauces, des montagnes de riz. Je goûtais à tout ce que je pus. Les vieux m'avaient 1000 fois répété qu'on ne devait jamais trop manger après avoir jeûné. La porte s'ouvrit. Je n'eus pas le temps de... Une femme. Elle s'arrêta net devant moi, tendit le bras, prit un couteau, le pointa vers moi. Oh, mangez! Mangez! Lomé, 13 jours sans manger. S'ils trouvent un clandestin, le tue. Au cours de ce voyage, ils ont déjà capturé 2 noirs comme toi. Tu es peut-être le 3e. C'est à cause des armateurs. Un clandestin, c'est une amende.
Elle prit un sac, y enfourna du pain, une boîte d'olives. Je fis mine de relever. Hey, si tu bouges, je les appelle. Et au bout de 5 jours, Djemila descendit dans la cale. Il déposa au bout de l'escalier un sac. Je la guettais des heures durant de ma cache. Trop dangereux la cuisine. Un officier pouvait entrer n'importe quand. Elle n'avait pas voulu me donner son nom sur le coup. S'ils te prennent et que tu leur donnes mon nom, c'est moi qui paierai à ta place. À Tunis, je te ferai sortir du port. Elle était du pays. Une seule fois, Djemila s'assit sur une marche, parla sans me regarder. Moi, si je voyage, c'est pour prendre un peu d'air. Là-bas, c'est irrespirable. Je ne veux pas porter des enfants d'un homme que je n'aime pas. Je ne veux pas m'écraser devant un Dieu qui n'existe pas. La mer, c'est la liberté. On est toujours entre deux mondes. Mais les gens, les nomades, on ne les aime pas. Ils croient que les gens de passage sont là pour leur voler leur âme. Alhamdoulilah. Le bateau accosta à Tunis le surlendemain vers les 4 heures du matin. Les muezzins saluèrent son entrée au port. Djemila me fit sortir du port comme si j'étais un docker monté à bord pour un transportement. S'arrêta devant les grilles noires. Du boulot, tu en trouveras. Si on te contrôle, donne un peu d'argent aux flics. Ne te laisse pas embarquer, sinon te prendront tout et t'expulseront. Elle me sourit et repartit vers le bateau. Son printemps arabe venait de me larguer. J'allais là où le vent me poussa. La ville était triste, salie par un ciel voilé. Je marchais tête droite comme si j'étais sûr de l'endroit où je devais me rendre. Je m'engageais dans une étroite ruelle, décidé de m'arrêter là, devant cette grande maison d'un seul étage. J'attendrai un signe du destin. Il vint sous la forme d'un gamin, 10 ans peut-être, pas plus âgé que mon petit frère. Il s'assit à côté de moi, sans un mot, regarda là où je regardais, imitant mes gestes. Quand le soleil fut si haut, il me quitta. Avec de grands gestes. Il allait revenir. Je l'attendis. Bon, la nuit tomba. La maison d'en face s'alluma tel un écran de télé. On voyait les gens aller, venir, s'asseoir, lever les mains au ciel. Ah, ça c'est le bonheur. Le gamin revint le lendemain matin avec un homme, son père sans doute. Il me demanda si je parlais français. Oui, je m'appelle Edo, je viens du Togo. Je suis dispo pour tous vos travaux. Alors suivant. Nous montâmes dans une grosse voiture. Je m'assis à l'avant, baissai la vitre. Je voulais sentir la ville, la respirer à plein poumon, maintenant que plus rien de mauvais ne pouvait m'arriver. La vieille femme, ridée comme une figue séchée, me montra ma chambre. J'eus droit à 3 jours de repos. Puis ce fut l'enfer. Figue séchée me fit trimer pour pas un dinar. Elle passait le plus clair de son temps étalé dans ses coussins coupés dans les mêmes tissus que ses habits. Donnant ses ordres d'une petite voix rauque, fumant des cigarettes dans de longs porte-cigarettes.